Nous en savions très peu sur le fonctionnement des différents types de magasins, et pour en comprendre au moins les bases, nous avons pris un livre écrit par Benjamin Franklin lui-même et avons essayé d'appliquer pratiquement les principes qui y étaient exposés. Bien sûr, nous ne nous sommes pas contentés de copier simplement. Nous avons complété et développé ces idées, car nos propres expériences nécessitaient de nouvelles approches. En conséquence, les choses les plus étonnantes et parfois même étranges ont commencé à apparaître. Nous installions des distributeurs automatiques de glace directement sur le trottoir pour attirer l'attention des passants un samedi soir et vendre une glace fraîche à la vanille. Et à l'autre bout de la rue, nous proposions du pop-corn et toutes sortes de petits objets que, selon nous, pouvaient se vendre. Il nous intéressait de rechercher toutes les opportunités de commerce, et nous étions prêts à expérimenter et à chercher des voies non conventionnelles pour réussir. Tout cela se passait dans le contexte d'une économie énorme. Au XXIe siècle, les plus grandes entreprises atteignaient des tailles tout à fait incroyables. Par exemple, en 2021, le seul géant de la vente au détail, la société Walmart, a gagné environ 572 milliards de dollars. Cette somme aurait presque pu couvrir tous les frais d'un petit pays. Elle comptait plus de 2 millions de salariés. Ce n'était pas simplement une grande entreprise, mais le plus grand géant commercial au monde en termes d'effectifs et de taille. La création d'un tel empire est une tâche extrêmement complexe et exigeante, nécessitant d'énormes efforts, car derrière le succès se trouve non seulement la chance, mais aussi des années de travail acharné, du talent et de l'initiative. Au tout début, tout a commencé avec un homme qui lui-même était un fermier très modeste, et son histoire semble vraiment instructive. Cet homme est Sam Walton, né le 28 mars 1918 dans la ville de Kingfisher, dans l'État de l'Oklahoma. Son père, Thomas Walton, était un fermier paysan, mais ses exploitations ne pouvaient pas assurer une vie décente à toute la famille. En fin de compte, en raison de l'impossibilité de gagner suffisamment d'argent à la ferme, la famille déménageait constamment d'un État à un autre, cherchant de meilleures conditions, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'installer dans le Missouri, à Columbia. À cette époque, le jeune Sam était déjà devenu un adolescent et aidait la famille en travaillant dans différentes petites entreprises, ce qui lui apportait un revenu et une expérience. Il observait comment son père menait habilement sa vie, tirant un profit stable de chaque petite activité commerciale, et apprenait ce métier par expérience personnelle. Il voyait aussi comment sa mère avait lancé une entreprise laitière assez prospère. Elle traitait des vaches et livrait du lait frais dans les environs. De temps en temps, après avoir joué au football ou pratiqué d'autres sections sportives, ses parents lui enseignaient la valeur du travail, lui expliquant que gagner de l'argent était le résultat d'efforts constants et de patience. Il lui montrait qu'il fallait fournir beaucoup d'efforts pour gagner $1, et cette leçon est restée gravée dans sa mémoire à jamais. Cependant, la vie de Sam Walton n'était pas uniquement composée de bonheur et de tranquillité. Au sein de sa famille, chaque année devenait de plus en plus difficile, car son père, Thomas, était rarement à la maison, voyageant constamment à l'étranger ou dans d'autres États pour gagner de l'argent supplémentaire. En conséquence, des disputes et des malentendus constants naissaient entre lui et sa mère. Dans son autobiographie, il décrivait ses parents comme étant les deux personnes les plus impulsives et querellantes qu'il ait jamais vues ensemble. Cherchant à fuir les problèmes familiaux, le jeune Sam trouva du réconfort dans le sport, devint membre d'organisations de jeunes cadets de l'armée et occupa plusieurs postes de direction pour se distraire et développer ses qualités de leader. Finalement, en 1935, il termina l'école David H. Hickman et décida de poursuivre ses études à l'Université du Missouri afin de faire ses premiers pas dans le domaine des affaires. Études et travail allaient de pair, et il travaillait activement à côté pour subvenir à ses besoins. Il livrait d'abord des journaux, puis travaillait dans des restaurants où il pouvait gagner un peu d'argent avec son emploi et la nourriture fournie. Au printemps de 1940, après avoir terminé l'université, le jeune homme sentit pour la première fois le goût du vrai métier. Il décrocha alors un emploi dans le magasin J.C. Penney, qui à l'époque était une petite boutique dans la ville de Des Moines, dans l'État de l'Iowa. Son salaire de départ était de $75 par semaine, une somme non négligeable pour l'époque. Mais le travail s'avéra assez difficile pour lui, et il fut considéré comme l'un des employés les pires de l'entreprise.
La principale raison en était que sa comptabilité comportait d'horribles erreurs, et il était peu enclin à passer du temps à remplir la paperasserie, préférant se concentrer sur le service aux clients. Il ne voulait pas retarder les acheteurs, ni les faire attendre pendant qu'il s'occupait de la paperasserie, ce qui conduisait souvent à des conflits avec la direction. Finalement, son supérieur lui fit même menaçante de le licencier, lui disant qu'il n'avait pas d'avenir dans le commerce de détail. Sa seule échappatoire résidait dans sa capacité naturelle à vendre, grâce à laquelle il gagnait en plus 25 $ par mois en commission sur ses ventes. C'est durant cette période qu'il comprit pour la première fois qu'avec agilité et capacité de convaincre, il pouvait réussir dans les affaires. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1941 en Amérique, Sam Walton aspira vivement à rejoindre le conflit mondial. Il décida immédiatement d'abandonner son emploi et d'entrer dans l'armée pour contribuer à la lutte pour la liberté et la sécurité de son pays. Un an plus tard, il quitta son poste précédent pour servir, espérant prouver ses qualités dans le domaine militaire. Ainsi, débuta une nouvelle étape de sa vie, emplie d'espoir et de volonté de surmonter les difficultés qui l'attendaient encore. Au début de sa carrière, Sam Walton a montré un talent naturel remarquable pour le leadership. Ses capacités en gestion et en inspiration des personnes qui l'entouraient n'ont pas passé inaperçues, et finalement, sa candidature a été proposée pour un service de renseignement militaire. Pendant cette période, le jeune homme s'est rapidement distingué comme quelqu'un doté d'un talent organisationnel et d'un esprit stratégique. Grâce à ses mérites, il a atteint le grade de capitaine, ce qui représentait une réussite importante. En avril 1942, il a été envoyé dans l'État de l'Oklahoma, où, dans une petite ville, il a rencontré sa future épouse, une jeune fille nommée Hélène. Leur rencontre a eu lieu peu après son arrivée, et en peu de temps, un sentiment fort et mutuel s'est développé entre eux. Leur romance a évolué rapidement, et à l'approche de la Saint-Valentin, le 14 février 1943, ils se sont mariés, un événement important et joyeux qui a uni leur vie pour toujours. Au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945, Walton avait déjà une femme et un petit enfant qu'il fallait soutenir et protéger. Il a alors pris une décision importante, lancer sa propre entreprise dans la vente au détail. À cette fin, il a emprunté à son beau-père 20 000 $, somme considérable pour l'époque, et a également utilisé ses propres économies de 5 000 $. Cette somme lui a permis d'acheter un petit commerce, un magasin portant la dénomination Ben Franklin dans la ville de Newport, dans l'État de l'Arkansas. Il est important de noter qu'au cours du XXe siècle, de nombreux petits magasins aux États-Unis ont fermé leurs portes en raison d'une concurrence féroce, de bouleversements économiques et de difficultés internes. En conséquence, l'achat d'un tel magasin constituait une entreprise risquée, et il n'était pas surprenant que la majorité de ces commerces ne résistaient pas à la pression. Dans le cas du magasin que Walton a acquis, la situation était encore plus compliquée. L'entreprise, ne générant déjà plus de bénéfices stables, elle subissait même des pertes importantes. De plus, le coût du loyer représentait 5% du chiffre d'affaires total. À première vue, cette condition semblait acceptable, car 5% est un taux standard, qui, en principe, ne devrait pas poser de problème. Cependant, après la signature du contrat et la signature du bail, il a compris que le montant à payer était exactement celui-là, le plus élevé pour un tel type de commerce dans cette région. Il s'est avéré que le taux pour son espace commercial était record et dépassait toutes les précédentes ententes. Malgré tous ces obstacles et difficultés, le jeune entrepreneur a fait preuve de persévérance et de détermination, surpassant toutes les attentes de ses proches. Il a étudié les principes du commerce de détail, en suivant les règles généralement admises, et a même déclaré qu'il ignorait certaines d'entre elles, car, selon lui, elles n'avaient pas tout un sens ou n'étaient pas justifiées. L'un des éléments clés de sa stratégie est devenu sa capacité à trouver des solutions alternatives et à ne pas se limiter aux anciens schémas. Ainsi, lorsqu'il a décidé d'acquérir un magasin, il lui était dicté d'acheter tous les produits exclusivement auprès des fournisseurs de l'entreprise. Mais il a rapidement découvert qu'il pouvait se procurer des produits moins chers auprès de sources extérieures. Cette découverte a été une étape importante pour Walton. Il a examiné attentivement le contrat
et a trouvé une clause lui permettant d'acheter des marchandises en dehors des canaux approuvés. Cela lui a permis de réduire considérablement ses coûts. Sa stratégie consistait à réaliser des bénéfices sur le volume des ventes, plutôt que sur la marge, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Même après près de 10 ans, il a pleinement compris à quel point cette idée pouvait être puissante. Tout ce que Sam Walton a fait dans ses premières années ne se distinguait pas par une particularité exceptionnelle ou une génialité remarquable. Il possédait une grande habileté commerciale, comprenait parfaitement les exigences du marché et savait comment stimuler la croissance des ventes. Toutefois, son principal succès ne résidait pas dans l'originalité de ses méthodes ou dans une capacité hors norme. Il s'est concentré sur un principe simple mais essentiel: rendre la vie de ses clients plus pratique. Cette approche lui permettait d'attirer de plus en plus de nouveaux acheteurs, car les gens appréciaient la possibilité d'acheter rapidement et facilement les produits dont ils avaient besoin à des prix justes. Lorsque son entreprise a commencé à se développer de manière stable et à générer des bénéfices, Walton a décidé de confier la gestion du magasin à son frère Butt. Ensemble, ils ont réussi à rendre le fonctionnement du magasin plus efficace et harmonieux. En même temps, les propriétaires du magasin initial, les frères Butler, étaient mécontents que leurs fournisseurs achetaient de plus en plus souvent auprès d'un concurrent, et ils étaient perplexes. Cependant, quoi qu'ils disent, leurs paroles manquaient de poids, car les résultats financiers affichés par Walton étaient impressionnants. Ses ventes ont augmenté de plus de 45%, atteignant 105 000 $ lors de la première année complète de sa gestion. Un an plus tard, le montant des bénéfices a de nouveau augmenté, jusqu'à 140 000 $, et après 3 ans, le chiffre d'affaires total a grimpé de 25% supplémentaire, jusqu'à 175 000 $. En peu de temps, Walton a complètement remboursé le prêt de 20 000 $ qu'il avait contracté chez son beau-père, et à la fin de la deuxième année, il possédait la plus grande chaîne de magasins de commerce diversifiés dans l'État d'Arkansas, et peut-être dans tous les États voisins. Malgré cette réussite importante, la réalité s'est avérée bien plus sombre. En effet, en signant un contrat de location en 1945, il a omis un détail crucial. Le contrat ne comprenait pas de clause concernant sa prolongation ou sa reconduction. Ces clauses sont généralement standards dans les contrats de location, permettant au locataire de conserver son activité en cas de besoin. Lorsque le beau-père de Walton a appris ce qui se passait, il a été choqué. Comment un jeune homme capable et entreprenant pouvait-il faire une telle erreur? En somme, Walton a investi son cœur, son âme et ses propres fonds dans le développement de son entreprise et de la ville où il travaillait et vivait, et il était totalement dévoué à sa cause. Hélène, sa femme, aimait aussi cette ville et l'appréciait autant que lui, car 3 de leurs 4 enfants y étaient nés. Dans son autobiographie, Walton lui-même a déclaré que cette période avait été la plus difficile de sa vie. Il ressentait une incroyable tristesse, des nausées et un vide intérieur. Il avoua qu'il avait construit l'une des points de vente les plus prospères de la région, travaillant sans relâche, faisant tout son possible pour être un participant actif dans la communauté et la soutenir, et que tout cela avait été en vain. À quel point il était désespéré en réalisant qu'il avait été expulsé de son propre magasin et qu'il avait perdu son emploi? Cette perte fut pour lui un coup terrible. Il était plein du désir de tout recommencer, mais cette fois, avec une détermination et une rigueur totale, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Il commença à chercher un nouvel endroit où il pourrait ouvrir à nouveau un magasin. Et bientôt, il trouva une propriété adaptée dans la petite ville de Bentonville, dans l'Arkansas. Dans cette ville petite et accueillante, il décida d'ouvrir son deuxième magasin. Cette fois, il insista pour une location à long terme. 900 only, 999 ans. C'était une étape importante, car il voulait être sûr de la stabilité et des perspectives de son entreprise. Pendant l'été de 1950, il ouvrit un nouveau point de vente appelé Walton's Five and Denny, une petite boutique qui devait devenir un nouveau point de départ pour son activité entrepreneuriale. Les habitants de la ville et les passants entendirent des rumeurs. « Eh bien, voyons s'il pourra durer plus de 2 mois, peut-être même seulement 90 jours, et c'est tout !» Ces paroles reflétaient le scepticisme des environs,
mais Walton était déterminé et croyait en la réussite. À l'époque, alors que la majorité des petites entreprises faisaient face à plusieurs restrictions et peinaient à assurer un profit stable, un jeune homme nommé Sam avait une vision claire du développement de son entreprise et croyait en sa propre stratégie. Il était convaincu que son magasin ne durerait pas longtemps, mais il finirait par prouver sa justesse et bouleverser les idées reçues. À cette époque, dans une petite ville, il y avait 2 autres magasins de détail semblables en termes de gamme et de politique tarifaire. Cependant, aucun ne pouvait concurrencer par ses prix le magasin que lui-même ouvrait. Leur politique tarifaire manquait de stabilité et de rentabilité, surtout en comparaison avec le magasin local qu'il dirigeait lui-même. Lorsque, enfin, le magasin de Walton est apparu dans leur ville, cet événement a fortement changé la vie et les conditions de vie habituelles des habitants, car ce magasin est devenu une véritable révolution dans le commerce et l'approvisionnement en biens à bas prix. Pendant les années 50, l'Amérique traversait une période de croissance économique intense, permettant aux entrepreneurs d'explorer de nouvelles idées et méthodes pour augmenter leur rentabilité. Lui-même, en éliminant toute dépense inutile dans sa stratégie et en recherchant constamment de nouvelles façons de réduire les prix, parvenait à satisfaire ses clients et à les fidéliser. À un moment donné, il découvrit le concept de vente en libre service dans le secteur du commerce de détail, qui commençait tout juste à se répandre dans le pays à l'époque. L'idée était assez simple. Au lieu que les vendeurs prennent en charge la préparation des produits pour les clients, ces derniers pouvaient entrer librement dans le magasin, choisir eux-mêmes les produits dont ils avaient besoin et les payer à la sortie. Cette approche attira immédiatement Walton, car elle permettait de réduire le nombre d'employés et par conséquent de diminuer encore plus le coût de revient des marchandises, rendant ainsi les prix plus abordables. Cette innovation ne s'avéra pas seulement efficace, elle lui permit également de tripler ses revenus en moins d'1 an. Fort de ressources financières importantes, il entreprit activement d'étendre son affaire, ouvrant de nouveaux magasins successivement. À la fin des années 50, il possédait déjà 15 magasins, qu'il avait principalement acquis grâce à des emprunts et aux bénéfices générés par ses points de vente performants. Cependant, malgré ses succès, il ressentait toujours que ses profits restaient inférieurs au potentiel qu'il pouvait atteindre avec ses efforts et tout le travail qu'il consacrait à son entreprise. C'est pourquoi il décida de changer sa stratégie et de mettre en œuvre une nouvelle approche qui bouleverserait complètement sa vision du commerce de détail. Il formula son principe fondamental: offrir aux clients une valeur maximale en associant la haute qualité des produits et un excellent service à des économies pour les acheteurs. L'idée de Walton consistait à créer de grands magasins proposant des réductions importantes sur toute la gamme de produits. Il envisageait d'implanter ces magasins dans de petites villes ou villages, où la concurrence était généralement moins féroce et où la nécessité de disposer de produits bon marché et de qualité était très forte. L'élément clé de sa stratégie était une baisse radicale des prix, afin de surpasser ses concurrents et de conquérir le marché par l'augmentation du volume des ventes. Il comptait ainsi compenser la baisse de profit par unité grâce à la croissance globale du volume de marchandises vendues. À cette époque, cette idée commençait à se déployer progressivement dans tout le pays, mais la majorité de ces magasins étaient de petite taille, situés dans des quartiers urbains. De plus, la plupart d'entre eux offraient des réductions seulement sur certains groupes de produits, plutôt que sur l'ensemble de la gamme, ce qui comportait des limites et des risques. La réalisation de ce projet ambitieux demandait non seulement une bonne connaissance du marché, mais aussi des ressources financières considérables. C'est pourquoi il décida de faire appel au propriétaire de la franchise qui gérait le réseau des magasins Ben Franklin. Cependant, sa proposition a rencontré un refus catégorique. La franchise n'était pas prête à prendre de tels risques, car son concept signifiait une réduction du pourcentage de profit aux grossistes, ce qui était inacceptable pour les modèles commerciaux existants. Désespéré et n'ayant pas d'autre solution, il a décidé, à ses propres risques, de miser sur sa propre audace. Il a mis en gage sa maison, contracté un prêt important auprès d'une banque et rassemblé toutes ses économies et ses ressources pour ouvrir le premier magasin Walmart dans une petite ville appelée Rogers, située dans l'Arkansas, en 1962. Cela est devenu le point de départ d'une nouvelle ère dans le commerce de détail, qui devait, dans les années suivantes, révolutionner le marché
et apporté un succès jusque-là inaccessible pour beaucoup. Les clients étaient ravis de pouvoir acheter les produits désirés à des prix plus avantageux, sans avoir à faire de longs et fatigants voyages en ville pour trouver les meilleures promotions. Grâce à ces possibilités, les hypermarchés Walmart ont commencé à attirer un grand nombre de clients, et le flux d'acheteurs dans leurs magasins n'a cessé d'augmenter. En conséquence, les chiffres d'affaires de l'entreprise ont cru littéralement sous nos yeux, atteignant des sommets incroyables. Sam Walton, le fondateur et dirigeant de cette entreprise, a dû sans cesse perfectionner sa stratégie commerciale, en cherchant de nouvelles voies pour améliorer l'efficacité et réduire le coût des produits. Il surveillait attentivement les actions de ses concurrents, apprenait d'eux et adoptait ses propres idées, qui lui permettaient de maintenir une position de leader. Par exemple, il a décidé de remplacer les étagères en bois dans ses magasins par des étagères métalliques. Ces structures métalliques se révélaient moins coûteuses à produire, tout en étant beaucoup plus solides et durables. Cette démarche a non seulement permis de réduire les dépenses, mais aussi d'améliorer la qualité du service. Les rayons supportaient mieux l'utilisation quotidienne. De plus, Walmart a misé sur l'allongement des horaires d'ouverture de ses magasins. Il a décidé de garder ses points de vente ouverts plus longtemps que ses concurrents, ce qui lui permettait d'attirer davantage de clients tout au long de la journée et d'augmenter le chiffre d'affaires. Cette approche s'est révélée extrêmement fructueuse, car jusqu'alors, peu de détaillants pratiquaient de telles heures d'ouverture prolongées, ce qui a créé pour Walmart un avantage unique. Un autre aspect important de sa stratégie consistait à offrir aux clients des parkings spacieux. Contrairement à d'autres réseaux, il n'a jamais facturé de frais pour le stationnement, ce qui rendait ses magasins encore plus attractifs pour les automobilistes et les familles avec voiture. Grâce à cela, les acheteurs se sentaient plus à l'aise et disposaient de plus d'espace pour se garer, ce qui les incitait à revenir encore et encore. À la fin des années 1960, Sam Walton a principalement financé l'expansion de son réseau grâce aux bénéfices réalisés et en mettant en gage ses actifs, empruntant auprès des banques. C'est ainsi qu'il a posé les bases de sa croissance ultérieure. Cependant, lors de la 10e année de la décennie, il prit une décision très importante et audacieuse: proposer ses actions en bourse. L'introduction en bourse, ou offre publique initiale, permit à l'entreprise de lever environ 5 millions de dollars, une somme considérable à l'époque. Grâce à cette étape, Walmart et sa famille purent conserver le contrôle de plus de 60% des actions émises, la majorité ayant été achetées par eux. Les fonds récoltés furent utilisés non seulement pour rembourser les dettes existantes auprès des banques et rendre les prêts empruntés à des amis, mais aussi pour réaliser de nouveaux plans encore plus ambitieux d'expansion de l'entreprise à travers le pays. Entre la 12e et la 13e année de la nouvelle décennie, le réseau Walmart se développa de façon notable. 6 nouveaux magasins furent ouverts au cours de cette période, puis 13 autres lors de l'année suivante, et encore 13 supplémentaires par la suite. Au cours des 2 années suivantes, la croissance ne ralentit pas. 13 nouveaux points de vente furent ouverts, puis 26 autres. D'ici la fin des années 1980, le nombre de magasins atteignit 276, ce qui signifiait qu'en 20 ans, Walmart ne faisait pas qu'étendre ses activités. Il connaissait une croissance rapide, augmentant le nombre de ses établissements d'environ 100 par an. Walmart lui-même croyait que cette croissance impressionnante s'expliquait non seulement par des prix bas attirant les clients, mais aussi par une série de politiques internes et d'innovations mises en œuvre dans l'entreprise. Un des facteurs clés du succès était le fait que Samuel faisait de ses employés des partenaires. Il leur distribuait des primes en espèces et leur offrait des options d'achat d'actions. Cela permettait à ses collègues de participer à la croissance et au développement de l'entreprise, devenant non seulement des employés, mais aussi des acteurs du succès. Cette approche motivait considérablement l'équipe et renforçait l'esprit collectif de réussite. Il mit également en place un réseau logistique permettant à ses magasins d'être situés au plus près des zones de stockage. Cela favorisait la mise en œuvre du concept de livraison de l'après-midi, tout en réduisant les coûts liés au marketing et à la publicité, rendant ainsi le travail plus efficace et économiquement justifié. Une autre innovation importante consistait en une collaboration directe avec les fabricants de produits. Contrairement au schéma traditionnel, où les produits arrivaient chez les détaillants par l'intermédiaire de grossistes,
Walmart commença à acheter directement auprès des fabricants. Cette approche permit de réduire considérablement les prix d'achat, rendant les prix pour les consommateurs encore plus attractifs et bas. À la fin des années 1970, on peut dire que Samuel transformait son réseau en une force la plus dynamique et influente du commerce de détail. Ses magasins étaient présents dans tout le pays et son activité devenait de plus en plus grande et influente. Les réalisations de Walmart ont impressionné les acteurs du marché, si bien qu'un investisseur ayant investi 1 650 $ dans l'entreprise en 1991 a vu la valeur de sa part augmenter de plus de 400 fois, atteignant plus de 700 000 $ dès 1987. En 1983, Walmart a fait un autre pas stratégique. Il a lancé son premier réseau de magasins en gros, appelé Sam's, destiné aux petits entrepreneurs et à ceux qui préféraient acheter en gros. Ce projet a également connu un succès, et d'ici 1990, le réseau comptait déjà plus de 1000 points de vente, avec un effectif de 15 000 personnes. Cependant, malgré ces succès impressionnants, Walmart avait aussi de nombreux détracteurs, et ceux qui critiquaient son modèle économique. Beaucoup lui reprochaient de détruire les petits commerces en les évinçant du marché, sapant ainsi le tissu du commerce local. Walmart lui-même reconnaissait cela, affirmant que, selon lui, les petits magasins étaient appelés à disparaître ou à se réduire considérablement à l'avenir. Telle est la tendance du développement du marché. Il soulignait que tous ces processus dépendaient directement des préférences et du libre choix des consommateurs. En fin de compte, ce sont eux qui façonnent la demande, en décidant où ils préfèrent faire leurs achats. Samuel Walmart, 5M, décéda le 5 avril 1992, laissant derrière lui un immense héritage et une influence durable sur le monde du commerce de détail. À sa disparition, il avait 74 ans. Au cours de sa vie, cet homme a été témoin et acteur de changements majeurs dans le domaine du commerce et des affaires. Lorsqu'il est mort, l'entreprise à laquelle il était lié réalisait un chiffre d'affaires annuel de plus de 104 milliards de $, un montant qui témoignait déjà de l'ampleur et du succès de ses activités. Ce chiffre montrait que ces entreprises, ou celles sous sa direction, croissaient de manière stable et généraient des profits incroyablement importants. Aujourd'hui, son entreprise continue de se développer et de s'étendre. Son réseau de magasins compte désormais plus de 10 500 points de vente à travers le pays. Ces magasins sont répartis dans différentes régions, couvrent d'immenses territoires et offrent une large gamme de produits à des millions de clients. Le succès de l'entreprise ne repose pas seulement sur sa croissance quantitative, mais aussi sur le fait que son chiffre d'affaires annuel dépasse un demi-billion de $, un chiffre qui continue de stupéfier et de témoigner de sa position incontestée de leader sur le marché. Cet impressionnant développement et cette expansion sont, en réalité, le fruit d'efforts soutenus, de travail acharné et de décisions visionnaires. Chaque ouverture de magasin, chaque étape vers l'augmentation des profits a joué un rôle crucial dans la formation de son succès actuel. En conséquence, l'entreprise est devenue l'une des plus grandes entreprises commerciales au monde, intégrée incontournable dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. En conclusion, je souhaite exprimer l'espoir que ce récit vous a paru intéressant et instructif. J'espère que vous avez pris plaisir à le lire et à découvrir les informations qu'il contient. N'oubliez pas l'importance de partager le savoir et de suivre l'évolution de ces entreprises mondiales, car c'est grâce à elles que le visage du commerce moderne change. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt!